Parfois, pour se faire entendre chez soi, il faut partir très très loin. C'est l'histoire d'une mission, une mission essentielle pour les droits humains, qui va porter la voix du Togo jusqu'au cœur des institutions internationales. Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on se penche sur des documents qui traitent d'une mission diplomatique, disons, assez inédite. Ouais, une mission menée par des militants togolais lors de la 61e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Exactement. Alors, avant de plonger là-dedans, je tiens à préciser qu'on touche à un sujet politique très sensible. Très chargé, ouais, c'est clair. Voilà, donc notre but ici, c'est pas du tout de prendre parti, on va vraiment juste rapporter les faits et les stratégies décrites dans nos sources de la manière la plus impartiale possible. L'objectif, c'est d'informer objectivement les auditeurs, en fait. D'accord, alors décortiquons tout cela. Ce qui est fascinant au fond, c'est de voir comment une indignation locale tente de se structurer pour devenir une vraie machine de pression mondiale. Et pour bien comprendre cette mécanique, il faut d'abord regarder les visages derrière le discours institutionnel. Un des faits les plus marquants de cette délégation, c'est la présence d'Abdulaziz Goma. Un ancien détenu. C'est ça, un homme libéré très récemment, après des années de prison, et qui est venu livrer un témoignage direct à Genève. Devant Marie Lolor, la rapporteuse spéciale de l'ONU sur la situation des défenseurs des droits de l'homme. Tout à fait. Et ce qui est vraiment fascinant ici, c'est l'impact psychologique de cette présence physique. C'est un point crucial. L'activiste Fleur Lynn, qui est l'une des figures de proue de cette mission, a d'ailleurs déclaré que ce témoignage permettait de porter, je cite, « la voix de tout un peuple ». Et c'est exactement ça la stratégie. En amenant quelqu'un qui a vécu la détention dans sa chair, la délégation parvient à fusionner la froideur habituelle des rapports de l'ONU avec une réalité émotionnelle brute. On donne un visage concret à des statistiques, ce qui rend la situation, pour le coup, impossible à ignorer. Mais cette approche va bien au-delà de l'émotionnel. C'est d'une précision stratégique redoutable. On sait tous à quel point la bureaucratie internationale peut être lente. C'est là que ça devient vraiment intéressant sur le terrain. Parce que la délégation, qui comptait aussi le journaliste d'investigation en exil Ferdinand Haïti, ne s'est pas contentée de parler au micro. Non, ils ont apporté des dossiers ultra documentés sur les violations des libertés fondamentales au Togo. Et nos sources rapportent qu'ils les ont remis de main à main aux responsables internationaux. Contourner la machine bureaucratique en donnant les preuves directement au sommet, c'est hyper audacieux. En procédant de la sorte, ils forcent la création d'une trace officielle. Le document, remis en main propre, entre directement dans le circuit en fait. Voilà. Ça oblige, théoriquement, les mécanismes internationaux à se pencher sur le dossier, à demander des comptes et, potentiellement, à enclencher des procédures. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour la suite en fait? Quelle est la finalité concrète attendue de cette démarche? Eh bien, si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, le but, c'est d'internationaliser la crise togolaise. Puisqu'ils estiment que les recours locaux sont bloqués, ils viennent chercher des leviers d'action à Genève. C'est le cœur même de ce plaidoyer. C'est une action structurée pour obtenir mémoire, vérité et justice. Parce qu'internationaliser un conflit interne, c'est un moyen de modifier le rapport de force. Surtout quand on sait que pour l'heure, les autorités officielles togolaises n'ont émis aucune réaction ou commentaire face à ces accusations formulées en Suisse. Le silence officiel montre bien que l'exposition diplomatique est l'un des rares moyens capables de faire pression. Pour résumer, on assiste donc à une transition fascinante d'un militantisme de terrain vers une diplomatie internationale très codifiée, menée par des citoyens et des exilés. C'est un rappel de l'importance de garder notre esprit critique face aux dynamiques de pouvoir mondialisées. Complètement. L'échelle de l'action change la donne et redéfinit le rôle du citoyen face au droit international. Et ça soulève une question importante pour conclure notre réflexion. Je t'écoute. Si des citoyens en viennent de plus en plus à contourner les instances de leur propre pays pour s'adresser directement à l'ONU, qu'est-ce que cela présage pour l'avenir de la souveraineté judiciaire des États à travers le monde ?